Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 93 et du 92 et aujourd'hui on est reçu par l'association des Amis et Amies IES de la commune de Paris 1871 à la butte aux Cailles, qui était un fief des communards. Et très gentiment, ils nous reçoivent pour échanger sur l'histoire de la commune, nous donner des informations sur l'histoire, les idéaux, ce qui s'est passé pendant la commune de Paris. Et eux, justement, font vivre la mémoire de la commune de Paris. Bonjour citoyens et citoyennes. Bonjour, Jean-Louis, je suis membre de l'association des Amis E et Amis I de la commune de Paris depuis 2013 et je fais partie de la commission Fêtes événements et de la commission littérature. Joël, je suis donc le président de l'association et je fais partie de l'association depuis 2005 ou 2006, je ne sais plus. Il y a longtemps. Françoise, je suis la secrétaire générale de l'association et je suis à l'association depuis 2011. Non, 2010, pardon. Alors, on est à la butte aux Cailles. La butte aux Cailles, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, c'était un fief, un point fort des communards, des fédérés, comme ils s'appelaient, c'est ça? C'est ça, oui. Les fédérés, il faut savoir que c'était des bataillons qui avaient été formés. Alors au départ, ils ont été formés lors de la guerre franco-prussienne. Enfin, c'est des bataillons qui ont été réactivés à ce moment-là. Pour défendre Paris. Et les premiers bataillons, c'était des gens issus des quartiers sûrs, donc des quartiers de l'ouest de Paris. Plutôt bourgeois alors? Plutôt bourgeois, oui. Il y avait une soixantaine de bataillons. Avec l'approche des Prussiens, ils ont augmenté ce nombre, dans un premier temps doublé, et puis on est arrivé comme ça, je crois, à 254 ou 257 bataillons. Donc on a dû à ce moment-là enrôler des soldats, sont appelés des fédérés autour de la commune, qui proviennent donc des milieux populaires et ouvriers. Voilà. Des gardes nationales. Ouais, ce qu'on appelle la garde nationale. Alors, exactement. il y a quelque chose d'intéressant par rapport à votre association, c'est que historiquement, elle a été créée par des condamnés qui avaient été exilés sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, qui étaient des communards, c'est ça? Après, pendant la semaine, ce qu'on a appelé la semaine sanglante, la dernière semaine de la commune, il y a eu effectivement des gens qui ont été massacrés, parce qu'on ne peut pas utiliser d'autres mots, mais il y a des gens qui ont été faits prisonniers pendant la semaine sanglante et après aussi. Il y a eu très peu de prisonniers et surtout des massacres pendant la semaine sanglante. Et il y avait quand même des gens qui ont réussi à se cacher et qui se sont exilés. Il y en avait à peu près 3000. Mais alors, dans les 6 mois qui ont suivi la commune, il y a eu une vague d'arrestations énorme parce que c'était la délation. S'il y avait quelqu'un qui ne plaisait pas à un voisin, on le dénonçait. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu un peu plus environ 43 000 prisonniers qui ont été jugés. Et ce qui explique bien quand même ce qu'il y avait à cette époque, c'est que sur les 43 000 arrestations, il y a eu 28 000 non-lieux, ce qui prouve bien ce que c'était. Il y en a quand même eu plus de 13 000 qui ont été condamnés, il y en a qui ont été condamnés au bagne, qui sont allés essentiellement en Nouvelle-Calédonie. Il y a des femmes qui ont été dans le bagne de Guyane. Il y a eu des prisonniers, il y a eu quelques condamnations à mort, il y a des enfants qui ont été condamnés aussi, et qui ont été en maison de... Enfin, ce qu'on pourrait appeler maintenant une maison de correction, à une certaine époque. Voilà. Et donc, après ça, il y a eu en France des gens qui se sont mobilisés, notamment Victor Hugo, mais l'Assemblée nationale qui réclamait régulièrement que les communards soient amnistiés. Et puis il y a eu des élections, c'était en 75 je crois. 1875. 1875. Et là donc effectivement il y a eu quand même une grande demande de l'Assemblée nationale pour cette amnistie des communards.
D'abord en 79, il y a eu une amnistie partielle pour les gens qui étaient malades, enfin il y avait certaines autorisations qui tenaient, mais beaucoup de communards n'ont pas voulu d'ailleurs accepter de s'échapper de leur coin, de leur prison ou du bagne. Notamment c'était le cas en Nouvelle-Calédonie de Louise Michel entre autres ou de Nathalie Lemel qui ne voulaient pas qu'on les autorise à pouvoir bénéficier d'une amnistie alors qu'il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas. Donc il y a eu le 11 juillet 1880, l'amnistie totale qui a été prononcée, et Gambetta, dans son discours à l'Assemblée nationale, a dit entre autres il faut mettre une pierre tumulaire sur les crimes de la Commune de Paris. Donc la volonté, c'était effectivement de les amnistier, mais ils ont été toujours considérés comme des criminels, et on ne voulait plus parler de l'histoire de la Commune en France ou à Paris. Donc, ils se sont quand même cassés les dents. La preuve, c'est qu'on continue à parler de la Commune de Paris. Donc, ces communards qui ont été amnistiés, qui étaient en Nouvelle-Calédonie, sont revenus en France et ont fait cette association dont vous êtes les héritiers actuellement, qui n'a pas cessé de fonctionner depuis donc le retour de ces communards. Et donc, vous, au niveau de cette association-là, vous faites vivre l'histoire, la mémoire et les idéaux de la Commune de Paris. Oui, alors cette association, elle a été créée en mai 1882 par les communards de retour des îles du bagne. C'était au cours d'un banquet parce qu'ils avaient besoin de s'entraider. Ça s'appelait La Fraternelle. C'était essentiellement une association d'entraide parce que c'était difficile, plus de famille parfois, pas de trouver de boulot. Donc c'était important qu'ils se trouvent. Et surtout, continuer à parler de la commune alors que les gens au pouvoir ne voulaient pas qu'on en parle. Alors c'était à l'occasion de l'enterrement d'un ami, à l'occasion d'un banquet. Ça pouvait être effectivement, parce qu'il faut savoir que depuis mai 1880, tous les ans, à la période de la semaine sanglante, il y a ce qu'on appelle la montée au mur des fédérés. Donc ça, depuis 1880, elle a lieu tous les ans. Alors parfois pendant la guerre, c'était juste un bouquet de fleurs qui était passé par-dessus le mur, mais ça a continué à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, une des montées au mur les plus importantes, ça a été celle de 1936, où il y a eu 600 000 participants et le défilé a duré 9 heures. Alors ce mur des fédérés, il se trouve où à Paris? Il se trouve au mur du Père-Lachaise. D'accord. Dans le cimetière. Dans le cimetière, où il y a eu des exécutions au niveau du... Il y a eu des batailles, et surtout, c'était le 28, il y avait à la prison de Mazas 147 prisonniers, et ils ont été amenés et ils ont été fusillés là, devant le mur des fédérés. Ces 147 là, ils ont été fusillés. Mais pendant 2 jours, il y a eu des batailles dans le cimetière, ça a été quelque chose... Parce que c'est là que c'est fini l'expérience de la commune. L'expérience de la commune. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait juste parce que le 29 mai à Versailles, non pas à Versailles, pardon, excusez-moi, à Vincennes, il y a eu 9 communards qui ont été fusillés au milieu dans l'enceinte du fort de Vincennes. Voilà, ça y est. Alors là, c'était la petite introduction sur le pourquoi et le comment de cette association que vous faites vivre. Et nous sommes à la butte aux Cailles. On n'est pas au Père-Lachaise, on est à la butte aux Cailles, qui était un point de résistance aussi des fédérés, donc des communards. Et écoutez, on peut passer directement à la deuxième partie, la Commune de Paris, le contexte historique de l'époque, la défaite en face de l'Allemagne, les Versaillais, enfin la grande histoire. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure par rapport à la garde nationale. C'est au mois de mars qu'ils se sont réunis parce qu'il y avait des bataillons et ils appliquaient la démocratie, ils élisaient leur chef. Hein. Leurs officiers? Oui, absolument. Et donc, ils se sont mis en fédération. C'est d'où le nom des fédérés, parce que c'était la garde nationale qui s'est fédérée au bataillon. Donc ça, c'était pendant la guerre contre les Prussiens? Non, c'était le 15 mars 71. Donc après la défaite. 1871. Après la défaite. Écoutez, là, on va attaquer le gros morceau, la Commune de Paris dans le contexte de l'époque. On est sur la guerre avec la Prusse et la défaite avec la Prusse. Les soldats allemands et prussiens avec leur artillerie lourde sont aux abords de Paris. Et que se passe-t-il?
Que se passe-t-il? Oui, alors je reviens même un petit peu avant. En effet, la commune de Paris de 1871, c'est d'abord un événement singulier. Par certains aspects, elle va se rattacher aux révolutions du 19e siècle, 1830, 1848. Les souvenirs d'ailleurs de la révolution de 1848 que la bourgeoisie avait accaparée à son profit et qui s'était terminée en juin par le massacre des ouvriers, ces souvenirs sont encore bien vivants chez les Parisiens. Par ailleurs, elle va annoncer aussi les grandes révolutions victorieuses du XXe siècle, qui s'en réclament d'ailleurs parfois explicitement. Cette commune de Paris a été et reste encore, pour certains, une sorte de modèle de référence pour les révolutions du XXe et même de grands mouvements sociaux. Quand je dis modèle, c'est pas nécessairement positif, ça peut être aussi, ça peut être négatif. En tant que référence, un exemple, c'est Lénine, par exemple, fin janvier 18, le 73e jour de la révolution russe, la légende dit qu'il se met à danser dans les jardins au sortir d'une réunion. Les gens le regardent, enfin, ses compagnons le regardent un peu comme un fou parce que Lénine était considéré comme quelqu'un d'a priori sérieux. Ils lui demandent mais pourquoi tu te mets à danser comme ça? Et Lénine leur répond mais vous vous rendez pas compte? Nous sommes le 73e jour de notre révolution. Nous venons de tenir un jour de plus que la Commune de Paris. Bon, c'est une légende. Il y en a qui disent qu'il a sabré le champagne. Je ne pense pas qu'ils aient de champagne à portée de la main. Mais bon, on peut y penser, parce que vu le nombre d'ouvrages écrits par Lénine à propos de la Commune de Paris, il doit y avoir au moins 27 ou 28 bouquins dans lesquels il y a des paragraphes entiers ou quelques phrases sur la Commune. Ça a quand même bien marqué. Bon, je passe aussi sur Marx qui a écrit un livre sur la Commune de Paris. Et puis tout récemment encore, ça marque les esprits puisque les femmes du Rojava, ces femmes qui se bagarrent dans une province du nord-est de la Syrie, enfin qui se battaient contre Daesh, se réclamaient d'ailleurs sur certains points de la Commune de Paris. Notamment le fait que les femmes aient le droit de se battre, de prendre les armes et de se battre. Alors la Commune de Paris avait le drapeau rouge? C'était la première fois que le drapeau rouge apparaissait? Alors, non, au moment de la Révolution, il avait déjà été sorti. Bon, ce qu'on pourra dire par contre, c'est qu'au mois de mars 1871, pour la première fois, il a été monté sur un édifice public de la ville de Paris, et cet édifice public de Paris, c'était la mairie du 13e arrondissement, là où nous sommes. Je suis du 13e, donc quelque chose là, j'étais pas là. Oui, mais au Panthéon aussi. Mais c'était un choix de la commune, le drapeau rouge a été le choix de la commune. Alors pourquoi le drapeau rouge? Le rouge comme le sang, bien sûr, mais... Le sang du peuple. Pour nous, ça reste un petit peu... voilà, c'est ça. Pour nous, c'est ça, c'est le sang du peuple. Alors cette commune de Paris 1871, c'est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui va durer un peu plus de 10 semaines. Du 18 mars 1871 à ce qu'on appelle la semaine sanglante qui eut lieu du 21 au 28 mai 1871. Alors, évidemment, cette commune, alors en fait, est une réaction populaire consécutive à plusieurs causes qui sont quand même liées plus ou moins entre elles. C'est d'abord une cause patriotique. Les Parisiens refusent la défaite face aux Prussiens. Ils subissent le bombardement et la famine pendant le terrible hiver de 1870. Il faut savoir qu'en juillet 1870, Napoléon III, pour des histoires de succession sur un trône en Espagne, il me semble, avait déclaré la guerre à la Prusse. Et tout va très vite, il pensait être prêt. Le 2 septembre, c'est la défaite de Sedan. Le 4, l'Empire est supprimé, la République est proclamée le 4 septembre. Ça va être une cause républicaine, ça va être une cause importante. Les communards à Paris sont d'abord et avant tout républicains. Or, rien n'a été écrit lors de la mise en place de ce gouvernement du 4 septembre qui reste à majorité monarchiste. Et puis c'est une cause sociale. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de grande misère. C'est un début de forte industrialisation, beaucoup d'ouvrières. Les gens vivent dans des taudis, sans hygiène, au loyer exorbitant. Des gens déplacés des campagnes, c'est l'exode rural.
Non, je parle des gens de Paris. Hein. Il y a eu des exodes aussi à cette époque-là, des exodes de la campagne vers Paris, liés d'une part aux famines, aux rigueurs qui ont existé dans les campagnes, et puis d'autre part, il y avait mais ça c'était un peu avant, des gens qui étaient déjà montés sur Paris pour participer aux grands travaux haussmanniens qui consistaient à réaménager complètement Paris. Donc beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'ouvrières, et les gens donc vivaient dans ces taudis sans aucune hygiène, avec des loyers, je le dis, exorbitants, pas de protection sociale, maladie ou retraite, pratiquement pas de droit au travail. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, et c'était à l'époque, une ubérisation totale. C'était une concurrence libre, non faussée. Et en fait, ce que voulaient les Parisiens, ainsi que d'autres, ça s'est passé aussi dans d'autres villes de province, c'était boucler cette révolution qui avait avorté en 1848, c'est-à-dire obtenir l'égalité sociale face à une classe de nantis, de nobliaux, de bourgeois, de rentiers qui devenaient de plus en plus riches et qui méprisaient la classe ouvrière. Ça nous rappelle quelque chose. Bizarre. Je n'osais le dire, et les communards voulaient redonner la parole aux travailleurs et leur donner une place de la nation. Et on retrouve bien justement, comme tu le disais, cette troisième cause, hein, des éléments comme étant un des éléments moteurs des Gilets jaunes. Hein. Alors, si les images générées par la commune sont le plus souvent celles des barricades ou celles de la semaine sanglante, l'important de ce qu'il faut retenir, c'est que cette insurrection populaire va avoir la caractéristique de mettre en avant la participation de gens qui n'étaient pas accoutumés à participer à la vie politique. Et c'est pour cela que cette révolution est bigrement originale. Et c'est un point d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui chez les Gilets jaunes. Hein. Et c'est ce peuple de Paris tout entier, mis en mouvement à travers les sections internationales qui existaient depuis 1864. Les chambres syndicales, les coopératives, les comités d'arrondissement, les clubs, hein, et c'est qui va mettre en place ce conseil de la commune, ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui sera la commune de Paris. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les Gilets jaunes ne semblent pas s'organiser d'une telle manière, tout en s'impliquant tout de même dans un but collectif, sauf localement peut-être. Hein. Alors, la commune et la démocratie. En 72 jours, cette commune va mettre en place, et c'est le pivot de toute son œuvre, hein, le gouvernement le plus démocratique du monde, la démocratie la plus authentique qui ait jamais existé. Le 18 mars 1871, le peuple de Paris met en échec la provocation de Thiers qui voulait reprendre les canons de la garde nationale payés par le peuple. Et c'est là un mouvement essentiellement populaire, spontané. C'est un peuple qui se met en mouvement, un peu comme celui des Gilets jaunes aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, hein, on n'a pas le contexte militaire qui existait à l'époque. Juste pour revenir sur le contexte militaire, les Allemands étaient aux portes de Paris. Les Prussiens avaient même défilé le 1er mars dans Paris sur les Champs-Élysées. Et le gouvernement français, il était où à l'époque? Alors le gouvernement, dès le 18, le gouvernement était encore à Paris, et le 18 mars, il va s'enfuir sur Versailles lors de la prise des canons. En fait, ce que voulait Thiers, lui, en étant un peu brutal... Alors qui était Thiers? Juste pour... on jargonne pas, on a peut-être pas tous eu 19 sur 20 en histoire. Qui était Thiers? En février 1871, il avait été élu chef du pouvoir exécutif, élu par une assemblée encore très monarchiste. Hein, c'est-à-dire qu'à la demande des Prussiens, une assemblée avait été élue, mais c'était la province encore, comment je dirais, je ne peux pas employer le terme loyaliste, mais qui était... Il faut savoir que la Révolution française, en 89, avait distribué des terres aux habitants de la province. Et les gens étaient restés attachés à ce fait, et tout ce qui pouvait venir... ils ont eu peur, comme ont eu peur en 81, comment dirais-je, les industriels, la gauche va tout nous reprendre, etc. Et le peuple des campagnes était resté très, très réfractaire, très méfiant vis-à-vis de ces gens qui parlaient de révolution citoyenne. Mais Delphetière, il est à la tête d'une assemblée constituante ou c'est... Il est chef du pouvoir exécutif, c'est en quelque sorte le premier. Il avait été élu par... Parce que quand ils ont signé l'armistice en janvier,
Bismarck a exigé qu'il y ait une nouvelle élection de l'Assemblée nationale. Et donc c'était aux 3/4 royalistes, et il y avait des républicains quand même un peu partout. Et là, on était vraiment en danger de ne plus avoir de république. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que si on est encore en république, on le doit aussi aux communards. Hein. Et avant, c'est l'Empire. Oui, tout à fait, le Second Oui, Empire. jusqu'au 4 septembre. C'est un bordel le 19e siècle. Oui, tout à fait, parce que le 2 septembre, Napoléon III capitule à Sedan, et le 4 septembre est créée la Troisième République. Voilà. Il faut souligner aussi que les monarchistes qui étaient majoritaires à l'Assemblée, ils étaient divisés en deux camps, entre orléanistes et légitimistes. Oui, tout à fait. Oui. Mais il y avait un réel danger. Et alors il faut savoir aussi que si dans les provinces, il y avait du mal à voir tout ce qui se passait à Paris, d'être un peu contre la commune, c'est aussi parce que Paris était encerclé, ne pouvait pas faire diffuser ces informations, et que Thiers envoyait une propagande absolument épouvantable sur Paris. Ce gouvernement de Thiers, c'était un gouvernement de collaboration avec l'Allemagne? Non, ils ont trouvé de l'aide auprès des Prussiens, parce que les Prussiens ont libéré les soldats pour augmenter l'armée à la disposition du gouvernement à Versailles. Et là, on a bien manipulé tous les soldats pour considérer que leur apprendre que s'ils étaient dans la misère, c'était de la faute des Parisiens qui étaient comment je cherche un mot qui soit j'arrive plus à trouver le mot qui explique. Des privilégiés, des profiteurs. Non, les Parisiens c'était des voleurs, des ivrognes, les femmes c'était des prostituées, enfin il y avait tout, c'était la vie de la société. C'était ça qui était inculqué aux soldats Bismarck avait redonné à notre ami Thiers. Et c'est marrant parce qu'on dirait du BFM TV quand vous nous parlez. On croit entendre BFM TV qui parle des gilets jaunes. Non, je parle de l'armée. Oui, mais là vous parlez de la propagande sur les communards et on a l'impression d'entendre la propagande de BFM TV sur les gilets jaunes. Non, mais c'est vrai que ce qu'il y a eu à l'époque, c'était quelque chose. Les Parisiens se sont retrouvés complètement isolés, quoi. Mais juste, avant de reprendre le fil, c'est une question. Moi, c'est un peu la vision que je n'ai, un peu binaire. Il y a des gens comme Gambetta, par exemple, donc ceux qui fuient au départ et qui veulent continuer la guerre, même s'il y a une première défaite puisque Paris vient d'être pris, veut armer le peuple de France et le peuple de Paris pour défendre la patrie. Des gens comme Adolphe Thiers ne veulent absolument pas que le peuple de Paris ou le peuple en général soit armé, et ils préfèrent négocier une défaite et donner l'Alsace-Lorraine aux Prussiens que le peuple fasse la protection. Ouh là là, on est d'accord. Donc l'ennemi c'est le peuple et c'est pas les Prussiens, c'est ça? Mais pour Gambetta, le peuple c'est l'allié de la nation. Bien entendu, l'important c'était de reprendre les affaires. L'important c'était de reprendre les affaires. C'est là où on voit ce point assez important, c'est que la grande bourgeoisie, finalement, la grande bourgeoisie industrielle, a toujours donné la priorité à son intérêt propre qu'à son intérêt patriotique. Voilà. Et Bismarck avait bien trop peur que le bouillonnement d'idées en France gagne les ouvriers allemands, et c'est pour ça qu'il s'est bien solidarisé avec l'autre, même si on l'a pas avec notre ami Thiers, c'est façon de parler, parce que notre ami non. Mais alors là, les Allemands avaient, les Prussiens avaient occupé Paris, avaient même défilé sur Paris. Ils ont juste défilé, ils n'ont pas occupé Paris, c'était pas le but. Le but finalement de Bismarck, c'était de faire l'unité de l'Allemagne, qui fait que, comment il s'appelle, maintenant, celui qui s'est fait sacré empereur, Guillaume II, s'est fait sacré empereur à Versailles. Donc là c'était une victoire pour Bismarck. Il a fait dans la victoire, il a fait la réunion de l'Allemagne. Oui, dans sa lutte, à l'issue, le but de sa guerre franco-prussienne, c'était de faire l'unité germanique. Donc là, il a réussi son but. Il a réussi. Et on le verra un peu plus loin, c'est qu'il a tout fait ensuite pour aider Thiers à résoudre le problème de la commune. Et donc là, on a à l'ouest avec le gouvernement de Versailles et de Adolphe Thiers, Auguste Thiers, Adolphe Thiers. On a à l'ouest donc les Versaillais, un régime plutôt
conservateurs et bourgeois pour défendre les intérêts de la bourgeoisie contre les intérêts nationaux et patriotiques, puisque là, les seuls qui sont encore en rébellion contre cette invasion allemande, ce sont les Parisiens. Et vous avez à l'est les Allemands qui sont encore très près de Paris. Les Prussiens. Voilà. Mais c'était pas encore là. Ça a été pas longtemps après, mais donc les Parisiens étaient encerclés d'un côté par les Prussiens, de l'autre côté par les Versaillais. Et alors comment ils se sont armés? Comment ça s'est passé? Parce qu'on veut bien résister, mais quand on n'a pas d'armes, c'est compliqué. À Paris, il y a eu des armes. Déjà, il y a des armes, des munitions qui ont été planquées un peu partout. On en parlera si on parle un peu de la commune tout à l'heure dans le 13e arrondissement. Il y a eu des canons qui avaient été fabriqués, achetés par souscription populaire. Pendant le siège. Canons qui avaient été entreposés sur les points stratégiques, donc sur pas mal de buts. Donc, bien entendu, la butte Montmartre, du côté des buttes Chaumont, sur la butte aux Cailles. Et c'est ces canons et ces armes qui vont servir donc à la commune de se défendre contre les Versaillais. Je vais quand même reprendre le fil de mon histoire, sans ça on va partir un peu dans tous les sens. Donc à Paris, à l'issue de au moment du 18 mars, il faut bien voir qu'aucune organisation, aucun groupe révolutionnaire n'avait préparé ce lendemain. Et vont se côtoyer alors toutes les tendances qui vont se confondre ou s'opposer. Des blanquistes, des néo-jacobiens, des proudhoniens, internationalistes, anarchistes, bien que le mot ne soit pas encore réellement employé, francs-maçons. Et c'est le comité central de la garde nationale dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ces bataillons qui étaient montés quartier par quartier, chaque quartier en fonction du nombre d'habitants avait un certain nombre de bataillons. Ces bataillons par arrondissement étaient regroupés sous forme de légions, et à la tête de cela, il s'était formé un comité central de la garde nationale qui va fédérer 250 bataillons. Et c'est finalement ce comité central qui n'avait absolument pas prévu cette conquête et qui va dans un premier temps réorganiser finalement toute la vie parisienne. Faut savoir que lorsque Thiers est parti à Versailles, il a demandé à tous les responsables, tous les responsables fonctionnaires de quitter Paris. Et donc Paris se trouvait dans une désorganisation totale. Et cette garde nationale qui, bien entendu, dont l'un des principaux soucis, c'est d'être républicain, va préparer les élections. Et entre le 18 mars et les élections du 26, ce comité central, il va tout réorganiser dans Paris. La poste, la nourriture, les hôpitaux. Les cuisines collectives aussi? Oui, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas... Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose parce que tu as survolé le 18 mars sans expliquer que ça a été le début de l'insurrection. En fait, début mars déjà, Thiers avait décidé de suspendre le moratoire sur les loyers et sur les effets de commerce. Et puis à cette époque, il faut savoir que les gens qui étaient en difficulté déposaient leurs biens, leurs outils, leurs lits, leurs effets personnels au mont-de-piété. Et pour les récupérer, dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils allaient les reprendre. Donc pendant le siège, la vente des objets au mont-de-piété avait été suspendue. Et Thiers décide qu'on revendra les objets au mont-de-piété. Ça veut dire perdre les objets, tout son outil de travail. Donc ça déjà, c'était dramatique pour les gens. Et ce qui a mis le feu aux poudres, il n'y a pas de doute, c'est parce que Thiers avait décidé de désarmer les gardes nationaux et qu'il a envoyé son armée dans la nuit du 17 au 18 mars pour reprendre des canons qui étaient sous la garde des gardes nationaux. Et donc là, le matin tôt, ils ont fait ça, mais ils ont oublié juste qu'on ne tire pas des canons comme ça, il faut quand même avoir des moyens. Donc ils ont laissé les soldats sur place pour aller chercher les chevaux et les charrettes. Et là, les femmes qui partaient travailler ont ameuté parce qu'elles avaient déjà entendu le bruit et elles se sont regroupées autour des soldats en les haranguant, en leur disant mais qu'est-ce que vous faites, vous avez vos frères, vous avez vos pères, vos parents qui sont là. Et donc
partout ils ont ameuté dans tout Paris, et finalement, quand c'est Thomas qui a demandé qu'on tire sur la foule. Le comte, oui, pardon, excuse-moi. Le comte a demandé qu'on Donc c'était un général? Oui. Qu'on tire sur la foule, et il l'a répété 3 fois, et en fait les soldats ont levé crosse en l'air et ont fraternisé avec la garde nationale et avec les Parisiens. Donc les soldats ont refusé de tirer sur la foule. Sur la foule. Voilà. Et donc, alors le comte, c'est le 18 mars. Le 18 mars, parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé le 18 mars. Et donc, c'est ce jour-là que le comte, et puis Thomas, qui était un général qui avait réprimé en 48 les ouvriers, a été reconnu dans la foule. Et c'est comme ça que, en fait, ils ont été traînés par la foule. Et ce ne sont pas les fédérés qui ont fusillé les deux généraux, ce sont leurs propres soldats qui les ont fusillés. Et Verdaguer, qui était qui a levé crosse en l'air en disant il a été fusillé par les Versaillais pendant la semaine sanglante. Alors cette période-là, est-ce que ça a un rapport avec les animaux du zoo du Jardin des Plantes, qui avaient été mangés, enfin ils mangeaient de la girafe, etc., tellement il y avait peu de viande? C'est pendant le siège, Puis là, il y a un petit... Alors le siège avec les Allemands ou... Le siège avec les Prussiens, faut savoir que donc Sedan, c'est le 2 septembre. Le 18 ou le 19, les Prussiens arrivent devant Paris. Alors, rendez-vous compte, en 15 jours, il n'y a pas de camion, hein, il n'y avait pas de train ou autre. En 15 jours, les Prussiens sont arrivés directement sur Paris. L'armée française, qui n'avait pas été totalement défaite, il y avait le général Bazaine qui s'est enfermé à Metz, hein, lui n'a pas bougé. Comme disait Bazaine, ou comme on disait à cette époque-là, on ne va pas défendre la gueuse. Qui c'est la gueuse? C'est la République. Donc lui était plutôt royaliste. Oui, l'armée, oui. Monarchiste, oui, bien sûr, l'armée, oui. Hein? En tout cas les officiers. Ouais. Oui, en tout cas, bien sûr. Ah oui, Donc ils sont arrivés à Paris, ils ont fait le blocus de Paris. Paris s'est mis à crever de faim, hein, et il est dit que les Parisiens ont même mangé les animaux du zoo. Alors d'abord, c'est pas tous les Parisiens qui ont mangé les animaux du zoo, c'est des gens qui pouvaient se payer la viande, c'est-à-dire les quartiers de l'Ouest. En plus, c'est pas les animaux du zoo réellement qui ont été mangés. En fait, c'est des animaux exotiques qui étaient avant au jardin d'acclimatation, qui ont été transférés au Muséum d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes, pour pouvoir mettre à la place au jardin d'acclimatation des moutons et des vaches qui ont servi à nourrir les populations de l'Ouest parisien. Et en fait, le directeur du muséum à cette époque-là, qui tenait, comme c'est pas possible, à ces bestiaux, tous les bestiaux du zoo qu'il a pu planquer chez des chercheurs, chez des soigneurs ou autres, les a planqués à droite et à gauche. Et ce que les gens ont bouffé, c'est les animaux exotiques du jardin d'acclimatation. Alors il y a l'histoire des 2 éléphants Castor et Pollux. Je ne sais plus trop s'ils venaient réellement du jardin d'acclimatation ou s'ils venaient du jardin des plantes. Voilà. Et ils ont fini en pot-au-feu? Ils ont fini à la casserole. Mais bon, c'est pas les gens de Paris, je veux dire, dans les quartiers populaires, le 13e, le 20e, le 11e, c'était la course d'abord aux chiens, ensuite aux chats, ensuite aux rats. Donc il y avait vraiment la famine. Ah, c'était la famine. Oui, c'était une période de famine. C'était la famine. Et c'est clair que lorsque la commune a repris les choses en main, notamment lorsque le comité central de la garde nationale a repris les choses en main, elle a réussi à trouver la nourriture qui était bloquée par les Versaillais. Je ne sais plus où ça pourrait... Mais la nourriture est revenue comme par miracle. Alors les Versaillais ont continué finalement l'œuvre des Allemands en faisant le blocus alimentaire de Paris? Ça faisait un bout de temps. Il faut savoir que... Alors, la situation dans Paris, ça faisait longtemps quand même que ça discutait sacrément. Depuis le début des années 50, toute la population ouvrière, les classes moyennes de Paris avaient été chassées de Paris par tout le remembrement, toute la reconstruction de Paris. Si Haussmann fait reconstruire des beaux bâtiments, hein, c'est pas pour loger des prolétaires ou autres. Hein. C'est pour loger tous ces nobles qui affluent de droite et de gauche, tous ces gens riches. Et les gens donc se sont retrouvés dans tous ces nouveaux quartiers. Il faut savoir que ici, là, en 1860, enfin 1859, vous n'étiez pas à Paris, vous étiez à Gentilly.
Hein, c'est suite à l'annexion d'un certain nombre de zones limitrophes de Paris. Hein. Paris a été agrandi et passé de 12 à 20 arrondissements. Mais tous ces quartiers-là à l'extérieur, c'était des quartiers qui étaient assez pauvres. Ici, le 13e, c'était un des quartiers les plus défavorisés de Paris. Mais à titre d'exemple, dans le 13e arrondissement, il faut savoir que dès 1869, donc janvier-février 1869, donc 2 ans avant le début de la Commune de Paris, il y avait des réunions, des discussions qui se passaient à droite et à gauche, et il y avait notamment une réunion en février 69 sur un sujet plutôt assez difficile pour le quartier, de l'éducation et de l'enseignement. 800 personnes s'étaient réunies dans une salle. Essayez de réunir 800 personnes aujourd'hui sur un sujet équivalent. Hein. Bon, 15 jours plus tard, les organisateurs remettent le couvert, même sujet, même endroit, 1000 personnes cette fois-ci. Et puis 2 mois plus tard, au mois de mars, cette fois-ci c'est Avenue d'Italie, c'était une réunion pour la création d'une coopérative d'enseignement. 2000 personnes étaient là. Donc ça signifie déjà que les gens cherchaient à s'informer, à discuter. Et à se fédérer. Et à se fédérer. Mais, alors on en reparlera peut-être plus tard, la différence pour l'instant avec les Gilets jaunes, c'est qu'on ne parlait pas de référendum ou autre, ça discutait. Et c'est à l'issue de ces discussions, on en reparlera plus tard au niveau de la mise en place de la démocratie, que les choses remontent et se font ou se font pas. Donc j'en reviens à ce comité central qui va récupérer déjà pendant une semaine, donc entre le 18 et les élections du 26, qui va récupérer finalement du 18 mars, ce pouvoir, c'est ça, le 18 mars, ouais, entre le 18 mars et les élections, qui va récupérer en quelque sorte ce pouvoir, mais qui va tout réorganiser dans Paris, dont les élections. Donc ces élections, c'est le point de légitimation absolue hein, pour Paris. Hein. D'où l'organisation d'une élection communale au suffrage universel masculin. Le suffrage universel féminin n'existait pas. On a parfois reproché à la commune de dire « ouais, mais vous n'avez pas fait voter les femmes ». Oui, bon, attends, à la commune, c'est 72 jours. Essayer d'organiser déjà une élection en une semaine, je ne sais pas si les femmes avaient... Oui. Pas seulement, parce que les femmes, elles préféraient agir plutôt voilà. que d'attendre un hypothétique Il faut savoir que dans les clubs dont je parlais, les clubs, les assemblées, elles discutaient, les femmes, et elles étaient écoutées, même si parmi les communards, il y avait encore de sacrés machos. Hein. Des gars comme Proudhon, hein, qui vous sortaient la femme est à l'homme comme 2 fois 2 fois 2 est à 3 fois 3 fois 3. Hein. J'en passe et des meilleures. Hein. Elle est bonne pour danser ou faire des petits. Si elle elle est bonne pour satisfaire son mari et venir à la cuisine. Sans ça, c'est une prostituée. Bon, c'était un commun. Bon, voilà. Enfin, c'était pas un communard. Je crois qu'il était mort à cette époque-là. C'était un des chefs de file, disons. Qui avait pourtant des idées révolutionnaires et très marquées. Voilà. Hein, mais alors pour les femmes, c'était loin d'être le cas. Hein. Alors, ce que je dis, moi, c'est que les femmes étaient présentes partout. Elles discutaient. Il y avait quasiment des clubs. Il y en avait un, je ne sais pas comment il s'appelle, mais sur 4400 membres, il y avait près de 3700 femmes. Et donc, elles participaient à la vie politique, à la vie démocratique. Donc, dans la mesure où elles participaient, où elles faisaient remonter leurs idées, le vote, bon... C'était pas le plus important. C'était pas le plus important. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé après ces élections? Alors, je reviens aux élections, parce que c'est important. Je voulais vous dire quelque chose. Il y a l'affiche qui est à côté, vous devriez la prendre par cœur. Elle devrait être d'ailleurs sur les ronds-points. Non, je ne voudrais pas te dire, elle est par là. Oui, elle est par là. Alors, je vais le lire. C'est la veille de l'élection de la Garde nationale. La veille de l'élection, la Garde nationale fait les recommandations à la population pour que les gens puissent choisir correctement leurs représentants. Alors, je cite. « Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. » Je ferme la parenthèse. C'est beau ça, il est beau ce texte. Hein. C'était le 25 mars 1871. Méfiez-vous des parvenus. Et le 26 mars, le Conseil de la commune élu, qui va cumuler pouvoirs législatifs et exécutifs,
va publier dans un manifeste paru dans le Cri du Peuple un titre significatif de cette démocratie. Il exige, je cite, « la responsabilité des mandataires et par conséquent leur révocabilité permanente, le mandat impératif, c'est-à-dire précisant et limitant le pouvoir et la mission du mandataire. » Alors, ce mandat impératif, il faut savoir que c'est dans l'article 27 de notre Constitution actuelle, de celle de 1958, c'est dit, le mandat impératif est nul. Et alors, apparemment, c'est la première fois dans l'histoire de France, c'est la seule et unique fois où il a été appliqué, le mandat impératif. C'est bien pour ça que j'ai dit que, tout à l'heure qu'on dit que la commune est le seul exemple de démocratie véritable. Alors, on imagine juste un cas d'exemple. Je vais aller plus loin tout à l'heure. Juste pour revenir sur l'intérêt d'un mandat impératif par rapport à un mandat représentatif. Actuellement, on va dire cas d'école. La CGT hospitalier, par exemple. La CGT hospitalier a son responsable, sa responsable, donc une dame, a un mandat représentatif. Donc elle représente les intérêts de la base. Bon. Et puis, on va dire que la base vote à 70% ou plus contre Martinez pour son élection à la tête de la CGT nationale. La dame, qui est la chef de la CGT hospitalier, si elle avait un mandat impératif, elle devrait transmettre l'information de la base, c'est-à-dire on vote à 74% contre Martinez, et donc voter contre Martinez. Et là, comme elle a un mandat représentatif, elle fait ce qu'elle veut. Et donc ils ont mis 2 ans ou 3 ans à la chasser, mais elle avait entre-temps voté pour Martinez, qui était, entre parenthèses, son compagnon à la ville. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient en concubinage. Donc c'était là juste un petit exemple pour... Ah, voilà, on est taquin. Sur un mandat impératif, la dame n'aurait pas pu faire ça. Elle aurait été révoquée instantanément. C'est-à-dire que le mandat impératif, il faut savoir que l'élu, le mandataire, il est élu sur un mandat donné. S'il ne remplit pas ce qu'il a à faire, s'il ne sait pas le faire ou s'il fait autre chose, il est révoqué. Et ça s'applique aussi bien qu'aux élus qu'aux responsables fonctionnaires. Et justement, un des exemples de démocratie qui s'est passé sous la commune, après le 1er mai, quand il y a eu un vote au niveau de la commune pour établir le comité de salut public, c'est ça, hein, voilà, que je ne dise pas de bêtises, il y a eu 45 pour et 23 contre, donc il y a eu une minorité qui s'est retirée de la commune, mais comme ils allaient rendre régulièrement des comptes en réunion, le soir à la mairie du 4e, ils sont allés effectivement rapporter ce qui s'était passé, et là, autant les gens ont pu comprendre pourquoi ils avaient pris cette décision, mais sachant qu'ils étaient là pour les représenter, ils devaient retourner siéger à la commune, et ils sont retournés siéger à la commune. Donc, alors, ce qui est quand même une explication, parce que effectivement les gens ont bien compris pourquoi ils s'étaient retirés, mais parce qu'ils ne les condamnaient pas sur le fait qu'ils soient retirés, mais dans la mesure où ils étaient là pour les représenter, ils devaient retourner les représenter, et ils sont retournés les représenter. Et là, il y a aussi l'autre exemple avec les ouvriers boulangers. Oh, oui, bien entendu, oui. Alors si tu peux nous expliquer cette anecdote qui est vraiment marquante. Bon, j'allais en parler un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que faut savoir que ces ouvriers boulangers, le soir, ils étaient sur les remparts. Fusil à la main. Fusil à la main. Donc il y avait, puis autrement c'était faire le pain. Donc ils n'avaient absolument plus aucune vie sociale, familiale. Donc à la suite de discussions dans des assemblées, ils ont demandé à ce que le travail de nuit soit suspendu pour les boulangers. Ça a été porté au Conseil de la commune. Le Conseil de la commune, ça a été fait entre la décision et le décret d'application, ça prenait une douzaine d'heures, ça allait vraiment très vite. Le décret paraît, travail donc de nuit suspendu. Une délégation des ouvriers, oh punaise quand même c'est bien, on va aller les remercier, monte à la mairie, sont reçus par je ne sais plus quel sous-fifre, qui leur demande mais qu'est-ce que vous venez faire là? Ah ben on vient remercier nos élus. Et là ils se font engueuler comme du poisson pourri, mais vous n'avez pas à les remercier, ils sont là pour remplir un mandat, vous leur avez demandé ceci, ils l'ont fait, c'était leur travail, vous n'avez pas à les remercier, vous dégagez.
C'est bon ça. C'est peut-être bien à ma sauce. Oui, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Oui, ce qu'il faudrait quand même, parce que donc, il faudrait quand même parler un petit peu, pour comprendre ça, il faut parler un petit peu de... Donc, les élections ont lieu le 26. Voilà, oui, je sais bien, mais la commune a été proclamée sur la place de la commune le 28 mars, et dès le lendemain, ils se sont mis au travail. Ils ont fait des commissions, et il y avait un groupe qui les réunissait, ce que nous on appelle la coordination, hein, c'était ça. Et il y avait notamment Léo Frankel qui s'occupait de la commission de l'organisation du travail et de tout ce qu'il y avait à apporter à ce niveau-là, et s'occupait des ateliers, de tout ce qui existait. Et Frankel a été en quelque sorte le Premier ministre du Travail, et notamment ce qu'il disait, c'est que il ne faut pas oublier que si on a été élu par les ouvriers, et que si la commune ne répond pas à ce que demandent les ouvriers, ils ne voyaient pas le lieu d'être de la commune. Pour lui, c'était important de faire respecter tout ce qu'il y avait, et il a pris beaucoup de mesures en faveur des travailleurs. Et lui aussi a demandé aux femmes de participer dans tout ce qu'ils organisaient, et notamment la reprise d'ateliers abandonnés par les patrons francs-fileurs, comme on les appelait, tous ceux qui avaient des ateliers, qui avaient fui à Versailles ou ailleurs, et qui avaient laissé tout en plan. Donc ils ont chargé les femmes de répertorier tout ce qu'il y avait comme atelier, et de répertorier les femmes qui étaient au chômage pour distribuer le travail. Mais alors là, finalement, c'est des formes de coopératives. Oui, il y a eu une première forme d'autogestion qui a existé, et ne serait-ce qu'à l'atelier du Louvre, à l'armement du Louvre, il y a eu effectivement des délégués qui étaient élus pour 15 jours, pas plus, et ça tournait, et qui s'occupent. Alors ils ont organisé la journée de 10 heures. Il y a eu une prémisse d'autogestion avec un peu l'équivalent de ce qu'on dirait de comité d'entreprise, dans ce qu'ils ont, pas tout à fait, mais non, pas tout à fait, mais essayer d'organiser quelque chose à ce niveau-là. Donc c'était vraiment le démarrage de ce genre d'activité qui se faisait. Non, c'est un peu beaucoup de dire comité d'entreprise, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai dit une erreur, excusez-moi. Alors, moi j'avais une question toute bête. Comment l'information circulait à l'époque ? Est-ce qu'il y avait des gazettes révolutionnaires? Est-ce qu'il y avait des imprimeries clandestines? Comment ça se passait? Ou c'était des voies d'affichage muraux? Est-ce qu'on collait les affiches, les avis sur les murs? Comment ça se passait d'un point de vue très pratique? Maintenant on a Internet, mais bon, à l'époque. Il y avait quand même à l'époque, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu beaucoup de journaux qui sont sortis. Et ces journaux circulaient. Hein. On avait Le Cri du Peuple. Le Cri du Peuple, le Père Duchesne. Il y en a eu d'autres. Oui, voilà, il y avait une pléiade de journaux. Au début, ces journaux-là étaient, j'allais dire, il pouvait y avoir des journaux pour et contre. Et plus le temps a passé, bon, ceux qui étaient contre, et surtout sur la fin de la commune, les journaux contre ont été fermés, mais les journaux qui étaient pro-communards, on va dire ça comme ça, eux sont restés, et ça se vendait j'allais dire avec une bêtise, ça se vendait 100 francs 6 sous, quoi, voilà. Alors donc il y a une pluralité de la presse au départ de la commune, Oui. et puis au fur et à mesure de la répression versaillaise, il y a eu de moins en moins de pluralité. On est passé en période de guerre en fait. Donc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et J'ai une question, c'est que le taux d'alphabétisation de la population française à l'époque, il n'y a pas l'école obligatoire pour tous encore. il y en avait qui savaient lire et d'autres qui savaient pas lire. Est-ce qu'on faisait la lecture? Des scènes où les gens lisaient à voix haute devant les autres. Voilà, tout à fait. Alors il paraît qu'il y avait des cantines où en même temps qu'ils mangeaient, on faisait la lecture des journaux. Voilà. Alors ça s'appelait la marmite, mais il faut voir, ça a été créé, ça s'appelait la marmite, absolument, et ça a été mis en place par deux communards, par Eugène Varlin et par Nathalie Lemel, mais ça c'était en 66 déjà, ils avaient commencé à créer quelque chose.
chose pour aider les ouvriers à s'organiser. Donc, et ça a été retardé par différents mouvements de répression qu'il y a eu, où beaucoup se retrouvaient en prison. Mais donc, en 68, cette marmite a été créée dans Paris. Et le but, c'était d'acheter genre de coopérative alimentaire où on achetait les produits à un prix correct. Et puis, ils avaient embauché des cuisiniers, des gens qui savaient faire la cuisine et préparer tout ça. Et donc, les ouvriers donnaient une cotisation, et ils avaient un plat. Soit ils mangeaient sur place, soit ils rentraient chez eux avec leur plat. Et surtout, ce qu'il y avait, c'est que c'était une manière détournée de faire des réunions publiques où les gens pouvaient s'informer. Il y avait des journaux et ils pouvaient discuter, il y avait beaucoup d'échanges, et parfois il y avait des chants qui s'étaient entonnés, et Nathalie Lemel était réputée comme une femme qui savait régler tous les problèmes. Elle trouvait toujours une solution à tout. Alors c'était une Bretonne, c'est ça? C'est une petite Bretonne, une relieuse. Alors elle n'a pas, comme à l'inverse de Louise Michel, elle n'a pas écrit de livre, elle n'a pas entretenu de correspondance avec des hommes célèbres. Par contre, c'était une formidable organisatrice. Et c'est vrai que c'est avec Elisabeth Mitriev, une jeune immigrée russe. Je vais reprendre le fil en reparlant d'elle un peu plus tard. Elles ont créé la première organisation féminine de masse, l'Union des femmes de Paris, pour la défense de Paris et le soin aux blessés. Alors je voudrais quand même revenir un peu sur les élections du 28 mars. On va essayer de reprendre un peu, de recaler tout ça dans le temps. Alors le 28 mars, la commune est proclamée place de l'Hôtel de Ville, Paris. Il y a 90 élus qui vont représenter assez largement le peuple de Paris, dont une part notable d'ouvriers. S'ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas majoritaires, mais aucune autre chambre de l'histoire de France n'a connu un pourcentage d'ouvriers aussi significatif. Je crois que du temps de Sarkozy, il restait un ouvrier, et aujourd'hui, je crois que c'est 0. 0 à l'Assemblée, 0 au Sénat. Voilà. Il y a eu 33 ouvriers dans la commune. Alors il y a eu aussi on peut les classer parmi les ouvriers, des petits employés, des petits artisans, des savants, des artistes, des journalistes. Alors politiquement, ces élus sont aussi de toutes les tendances. On trouve des républicains avancés comme Delécluze, d'autres qui viennent du mouvement syndicaliste, de l'international comme Varlin ou Émile Duval dans le 13e. Des blanquistes, c'est-à-dire des socialistes révolutionnaires, il y a aussi des anticléricaux notoires, etc. Donc toute une gamme d'opinions va s'exprimer au sein de la commune, ce qui va expliquer d'ailleurs quelques discussions assez vives, assez houleuses au sein du conseil de la commune. Et c'est une diversité d'ailleurs qu'on retrouve aussi chez les Gilets jaunes. Comme quoi finalement ça peut quand même marcher. Donc on a un peuple de Paris qui se sent enfin représenté par ses élus. Dans le 13e, j'aurais cité on y est, je vais en parler, un des élus se nomme Léo Frankel. Alors lui c'est un ouvrier bijoutier hongrois. Et ceci va marquer un événement principal de la commune, et peut-être un point qui n'est pas tellement abordé par les Gilets jaunes. Je le regrette, mais ça viendra peut-être. C'est que la première décision de la commune, c'est en effet de décider que la commune étant une république universelle, le citoyen Léo Frankel pouvait siéger à la commune. Et ça, c'est un cas unique dans l'histoire mondiale, où un étranger est considéré comme un citoyen à part entière. Et c'est là un sujet dont on n'a pas encore trop entendu parler chez les Gilets jaunes. Et ils vont être nombreux à se battre pour la commune, ces étrangers. Et ce qui est unique, c'est qu'ils vont occuper des postes importants et même des postes de dirigeants. Ce qui est le cas de deux Polonais, Dąbrowski, qui est un ancien militaire polonais qui avait fui l'insurrection de 1863 en Pologne contre la Russie, qui va commander les armées les armées de la commune au nord de la Seine, et le général Wróbelski, lui aussi polonais, qui va commander la zone sud et qui commandera d'ailleurs sur la butte aux Cailles. Ce seront deux généraux de la commune. Quant à Léo Frankel, dont on a parlé tout à l'heure, il sera rien que moins que délégué au travail et à l'industrie et à l'échange, c'est l'équivalent d'un ministre de l'Industrie. Alors comment tout cela fonctionne-t-il? Une première chose, on va rigoler parce que ça va vous rappeler aussi quelque chose. Les communards ne veulent pas de personnalisation du pouvoir. Il n'y a donc pas de chef. Et c'est là un propos revendiqué d'ailleurs sur les ronds-points et dans les mouvements des Gilets jaunes en général, il me semble. Pour les communards, pas de président.
Ils souhaitent un maximum de collectifs. Ils vont donc s'organiser en commissions. Alors, justice, éducation, travail et industrie, subsistance, sûreté, relations extérieures. Et cette assemblée communarde, en fait, elle est contrôlée étroitement. En effet, la souveraineté du peuple ne peut pas s'abdiquer dans les mains des représentants et des élus. Le peuple, dans l'esprit de la commune, est toujours au pouvoir. Il faut donc mettre en place des modes de contrôle, dont le premier est bien entendu la possibilité de la révocation pour les élus, les responsables des commissions et des fonctionnaires. Ceci suppose donc une démocratie directe, où le peuple s'applique et est impliqué constamment dans les affaires. Mêlez-vous de vos affaires, dit un club révolutionnaire. Il faut que le peuple exerce sa souveraineté par le biais d'assemblées populaires qui se réunissent régulièrement. L'idée est là, ne pas laisser aux seuls élus le soin de la décision, d'où la multiplication des assemblées. Cette démocratie directe, permanente, permet aux plus jeunes et surtout aux femmes d'exercer une part importante de souveraineté. Car bien qu'elles n'eussent pas le droit de vote, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et alors que chez elles, elles étaient souvent sous-estimées, méprisées, que ce soit dans leur travail et dans leur foyer, dans la société, elles se sont totalement exprimées dans les clubs et elles ont su faire passer leurs revendications, alors qu'il existait encore, comme on le disait, une misogynie impressionnante à cette époque. Et les femmes sont tout aussi d'ailleurs présentes parmi les gilets jaunes, sur les ronds-points. À chaque fois, j'en vois toujours une bonne quantité, des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de retraités. Pour la commune, donc une république démocratique, ce devait être également une république sociale. Et je voudrais citer les mots là, que prononçait tout à l'heure Françoise à propos de Léo Frankel, qui déclarait « La révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la commune. » Ainsi, le 18 mars et le jour des élections, le 26 mars, le comité central de la garde va d'une part organiser ces élections, qui vont mettre en place le conseil de la commune, et dès la proclamation de la commune, tout de suite les décrets vont tomber. Et parmi les premiers décrets, il y a celui sur la fermeture des ateliers du 16 avril, avec confiscation contre indemnité, des ateliers désertés par les patrons et propriétaires enfuis à Versailles. L'interdiction des amendes est retenue sur salaire le 27 avril. À cette époque-là, un retard, le fait de débrécher un outil, etc., c'était repris sur votre salaire. La suppression du travail de nuit pour les boulangers, on en a parlé. L'organisation du travail par les travailleurs eux-mêmes, les chambres des métiers, les coopératives ouvrières. L'instauration d'un salaire minimum. L'instauration d'un salaire maximum, avec une échelle de salaire qui varie, je ne sais plus, de 1 à 5 ou 1 à 5. Donc là, juste pour revenir là-dessus, Oui. Alors de 1 à 5, Oui. C'est-à-dire le gars qui est en bas de l'échelle, Oui. il touche un salaire 1, et le patron, il touche Oui. 5. Oui. On est au maximum. Ouais. On est assez loin de Carlos Ghosn là. Oui. Oui. C'est moins compliqué. Mais bon, voilà. Le cumul des fonctions, d'accord, mais pas des salaires. Oh, alors ça c'est pour nos petits sénateurs, ça, et nos petits députés. Et l'égalité des salaires dans les ateliers coopératifs. Et puis c'est aussi une œuvre sociale d'avant-garde, avec le travail considéré comme un droit, la dignité des travailleurs, qu'ils soient manuels ou intellectuels. C'est aussi, bien entendu, la séparation de l'Église et de l'État, 34 ans avant la loi de 1905. Comme je dis, il y a eu des gens qui étaient farouchement opposés à l'Église, mais en fait, l'Église, c'était la foi, c'était pour toi, c'était pour la maison. À l'extérieur, c'est... Pour les communards, ça ne devait pas dépasser le cadre de la maison. La religion ne devait pas s'immiscer. Les gens étaient libres d'aller dans les églises pour prier haut dans la journée, mais la nuit, comme c'était quand même des lieux importants, c'était pour les réunions publiques, les discussions de quartier, etc. Est-ce qu'il y a eu un anticléricalisme voulu au niveau de la commune? Est-ce qu'il y a eu une chasse aux prêtres, quoi? Non, Disons-le un peu graveleusement. non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse dire ça comme ça. Est-ce qu'il y avait des prêtres communards? Pas là, quand même. À cette époque-là, non. Là, je vais faire joker. Joker. Déjà, le prêtre ouvrier, c'est récent. Quelle était la position de la franc-maçonnerie par rapport à la commune de Paris?
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque, la franc-maçonnerie, disons, les gens accédaient à la franc-maçonnerie à tous les niveaux de l'échelle sociale. Donc fatalement, tu avais des ouvriers qui étaient francs-maçons, y compris donc bien entendu partie de la commune de Paris, et tu avais des bourgeois, des hauts bourgeois qui étaient francs-maçons, y compris bien sûr le parti versaillais. Donc la franc-maçonnerie a été des deux côtés. Oui. La franc-maçonnerie a été de côté, et régulièrement tous les ans, il y a une montée au mur des francs-maçons. C'est pas la montée au mur, mais Le 1er mai, ils montent au mur. C'était peut-être pas les mêmes francs-maçons qu'actuellement aussi. Non, parce que le recrutement a bigrement changé. La plupart des francs-maçons, c'est plus des ouvriers aujourd'hui, me semble-t-il. Ça serait un autre sujet, un autre débat. Un autre sujet, c'est comme l'histoire de la CGT tout à l'heure. Alors, juste pour revenir, juste pas sur la CGT, mais d'un point de vue un peu plus global, la commune de Paris, elle a géré combien d'habitants? Il y avait un peu plus d'1 million d'habitants. Plus d'1 million d'habitants. Oui, tout a été remis en place par la commune. C'est quand même. Sur 1 million d'habitants, organiser la vie de 1 million de personnes. Il y avait plus qu'1 million, mais je me rappelle, j'ai plus le chiffre en tête. La commune a nourri Paris. Et alors, la commune de Paris, est-ce qu'elle a fait des petits, justement? Est-ce qu'elle a réussi à essaimer en dehors des murs de Paris? On va y revenir après. Et là, est-ce qu'il y a quand même des... Vas-y, continue, parce qu'il y a des choses à dire. Bon, oui, comment, ouais. Alors, parmi l'œuvre sociale, donc, j'ai dit séparation de l'Église, mais du coup, l'école devient laïque, gratuite. Elle est considérée comme une priorité pour les garçons et les filles, y compris dans sa dimension professionnelle. Hein, Jules Ferry, quelques années plus tard, s'en a attribué le mérite, mais il n'a rien inventé. Ça, il a surtout fait de la colonisation. Enfin, bon. L'égalité entre les hommes et les femmes. À travail égal, salaire égal. Je crois qu'il y a beaucoup. Je vois pas de femmes parmi vous là, c'est dommage. Mais, oui. Bah tiennent les ronds-points. Elles tiennent les ronds-points. C'est le cœur du mouvement. Oui. Les non, femmes sont mais les c'est ce que je gilets disais jaunes, tout à c'est le cœur du l'heure. mouvement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Associatif. Oui, j'ai entendu dire il n'y a pas tellement longtemps que 80% des entreprises de la région parisienne n'appliquaient pas la loi d'égalité des salaires. Hein. Les femmes, elles vont obtenir la reconnaissance de la vie commune en dehors du mariage. Hein, elles vont avoir droit à des pensions si elles décident de quitter leur mari. Elles vont obtenir la pension de veuve de guerre, qu'elles soient mariées ou non. L'égalité juridique entre les enfants d'illégitimes ou naturels. On ne parlait pas encore de divorce, mais toutes les formes étaient là. Hein. Le fait de la pension en cas de séparation, ça veut déjà presque dire ce que ça veut dire. Et le divorce c'était possible de toute façon depuis plus de... On ne parlait pas de divorce à cette époque-là, hein. C'était une séparation... Non, mais sous la commune, non, on n'a rien fait sur le divorce, c'était plutôt la reconnaissance de l'union libre. C'était la reconnaissance sous la commune. C'était la reconnaissance de l'union libre, parce que justement, à l'époque, justement, le mot, enfin, les gens qui vivaient en couple sans être mariés, jusqu'en 1860, on disait qu'ils s'étaient mariés à la mairie du 13e. Parce que la mairie du 13e arrondissement n'existait pas. C'était Gentilly, c'est ça? C'était la zone de... Ça appartenait à Gentilly. D'accord. C'est le petit Gentilly. Hein. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on est passé... Enfin marrant, quand on est passé de 12 à 20 arrondissements, si on avait suivi le cheminement normal qui existait à cette époque-là, c'est le 16e arrondissement qui aurait dû s'appeler 13e arrondissement. Mais les gens du 16e... Voilà, les gens qui se marient à la mairie du 13e, on veut pas avoir cette idée-là qui traîne. Donc on a changé le système de numérotation qui était horizontal au-dessus de la Seine puis en dessous de la Seine en cette numérotation hélicoïdale pour que le 16e ne soit pas appelé 13e. Pour ça, c'est de la petite. Mais est-ce que la commune a fait une constitution? Ah là, non, on n'en a pas eu le temps de toute façon. Et c'est 72 jours. 72 jours. Hein, bon, je veux pas dire, mais vous déjà, vous avez fait plus de 72 jours. Quand tu dis nous, citoyens, c'est ouais, vous, nous, tous ensemble. Hein. Ouais. On n'a encore rien réussi à sortir. C'est pas une critique que je dis. Hein. Non, mais c'est simplement pour ramener la commune à ce que ce fut. 72 jours, c'est rien. C'est une dizaine de semaines. Vous vous rendez compte? Ça fait combien? 25 ou 26, vous? Il y a quand même une chose qu'il faut signaler, c'est la déclaration au peuple français de la commune, avec tous leurs programmes. Oui.
Et ça, on pourrait peut-être la lire, cette déclaration. Elle est très longue, hein. Ouais. Je peux vous en donner une copie, mais là, ça va être trop long parce que. Non, mais je vous donnerai le texte. Hein. Je vous donnerai Alors, le texte, hein. rapport à l'argent, parce que là, on parle de pension, etc. Il faut y trouver quelque part les sous. Puis à l'époque, c'était de l'or. Alors, où est-ce qu'on trouve les sous? Quel est le rapport des communards avec la Banque de France? Comment ça s'est passé? Bah, la Banque de France, je crois qu'elle a été dirigée par un communard, mais qui a veillé que. Alors, c'est l'argent de l'État, Ben oui. c'est pas l'argent de Paris, Mmh. donc on n'y touche pas. Ils ont pris vraiment juste ce qu'il y avait pour payer les gardes nationaux, faire, mais ils ont limité au maximum les dépenses. Hein. Ils les contrôlaient très sérieusement. C'était Bellay qui s'occupait de la Banque de France, avec l'aide de Varlin aussi. Mais par contre, dans le même temps, puis ils étaient mal accueillis à la Banque de France, et dans le même temps, la Banque de France faisait passer des sommes énormes à Versailles. Mais, Malgré le siège, ils arrivaient à faire sortir de l'or. bien sûr. Donc il y avait des traîtres à la Banque de France. Voilà. alors. Bah oui, ils étaient, oui, tout à fait. Ça n'a pas changé, ça. Ah bah non. Ça explique une partie des 187 exécutions, probablement aussi. Parce que quand dans l'histoire de notre pays, la Banque de France a été nationalisée de 1945 à, on va dire, 1985 pour faire simple, même s'il y a la date de 1973 qui circule sur Internet, en fait, les hauts fonctionnaires n'ont pas apprécié du tout qu'on leur oblige à émettre de l'argent pour Oui. l'intérêt du peuple. Hein. Ça n'a jamais été leur culture. Hein. Non, c'est pour ça qu'au même titre que, non, c'est pour ça que je disais tout Ça à a l'heure, au changé. même titre que les élus, les fonctionnaires qui ne remplissaient pas leur tâche comme ils devaient le remplir étaient révoqués également. Ça ne s'appliquait pas qu'aux élus, ça s'appliquait aussi aux fonctionnaires. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'exécution, et là, si on pouvait parler de justice, alors effectivement, 72 jours, c'est très court aussi, mais est-ce qu'ils ont réussi à s'organiser au niveau judiciaire, des tribunaux populaires, par exemple? Non, il n'y a pas eu de tribunaux populaires, on ne peut pas parler de ça. Par contre, Proto, qui s'occupait de la justice, a émis des choses qui sont non négligeables, à savoir par exemple que la garde à vue était limitée à 48 heures. Voilà. Alors il y a eu effectivement, ça c'était à la demande de Vallès, il y avait la visite dans les prisons pour voir les conditions de détention de ceux qui avaient été arrêtés. Et il n'était pas question, parce que bon, il y a eu aussi des erreurs hein, qui ont été faites, hein, faut pas le nier. Et donc là, Proto a exigé qu'il n'y ait pas d'emprisonnement sans avoir une autorisation des membres qui s'occupaient de la justice. Donc pas d'arrestation arbitraire. Non, ça c'était visite des tribunaux, des prisons, pardon, pour vérifier les conditions et un des actes de la commune, qui explique bien quand même ce qu'ils avaient comme notion, c'est qu'ils ont brûlé la guillotine sur la place Voltaire. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de 185 ou 187 exécutions extrajudiciaires. Ça, c'était des mouvements de foule. Tu nous avais expliqué ça la dernière fois sur des traîtres démasqués. Il y a eu des mouvements de foule, notamment pour l'histoire des 9 dominicains qui avaient été transférés d'un bastion à l'extérieur de Paris où ils étaient, je crois, Ivry ou Villejuif, qui avait été transféré à Avenue d'Italie. Ils avaient voulu être des responsables communards devant l'arrivée des Versaillais et les combats assez violents qui en résultaient dans le quartier, ont voulu libérer. Alors là, bon, il y a tous les sons de cloche. Il y en a qui disent qu'en sortant du lieu de détention, ils ont voulu se moquer des communards qui étaient là, qu'ils ont voulu rejoindre l'armée versaillaise en leur indiquant les points de passage. Tout a été dit. Le fait est, c'est que la foule a voulu et finalement les a exécutés, malgré les tentatives d'intervention de responsables communards du lieu. Donc ça, c'est avéré que les communards ont essayé de sauver les 9 dominicains. Ici, oui, comme le comte et Thomas, je veux dire, des responsables communards se sont levés contre leur exécution, mais... Comme à la rue Axo, ils n'ont pas réussi voilà. à empêcher que soient exécutés les otages. Faut savoir que ils ont subi le siège prussien.
Ils ont subi l'attaque, et j'en parlais après de la semaine sanglante, ils ont subi les exactions, il n'y a pas d'autre terme, de l'armée versaillaise. En tant qu'individu, je peux pas cautionner, si vous voulez, mais tu peux comprendre déjà. Ça se comprend. Ça se comprend. Paris est à feu à sang. Je veux dire, au moment de la semaine sanglante, il y a quasiment plus de pouvoir dans Paris. C'est un peu chacun pour soi. Chacun défend son quartier, chacun défend son îlot. Faut se mettre dans la peau des gens à ce moment-là. C'est plus de la réaction à froid. On réfléchit plus. C'est pas négatif ce que je dis là, mais on se comporte comme des animaux pris au piège, pris dans une cage. Pris dans une nasse. Pris dans une nasse, oui, ce qui tombe à portée, on l'attrape. Et alors, est-ce que la commune a réussi à s'exporter et à communiquer avec l'extérieur malgré le siège? Alors, il y a eu des ballons qui sont partis. Alors, il y a eu des ballons, mais il n'y a pas eu que des ballons. Non. Il y a eu aussi ce qu'on... Alors, j'ai plus le terme pour le moment, mais des boules qui étaient lancées dans la Seine, qui étaient récupérées en amont. En aval plutôt. En aval, voilà, qui étaient récupérées en aval, et par exemple pour faire passer le courrier. Et inversement, des boules qui étaient mises en amont et qui étaient récupérées dans Paris pour récupérer du courrier qui est arrivé. Alors c'est un nom, mais je ne l'ai plus en tête pour le moment. Mais donc il y a toujours eu des contacts avec l'extérieur. Il y a eu aussi des passeurs qui ont joué les passeurs pour essayer de franchir les différents barrages qu'il pouvait y avoir. Il y a toujours eu un contact avec l'extérieur. Il y a les ballons aussi. Les ballons, il y en a qui sont partis ici de la ville locale. Oui, et puis il y a eu des mouvements spontanés dans d'autres villes, parce que la situation était la même, notamment dans tous les centres industriels. L'autre fois, j'étais assez content, on a baladé un groupe de gamins de 4e sur la butte Montmartre qui venaient de Limoges. Donc du coup, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas eu un truc à Limoges. Il y a une commune, elle a duré 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? De Limoges partaient des régiments de l'armée régulière pour Versailles. Les femmes, les premières levées, comme d'habitude, elles vont chercher le pain, elles font la queue pour avoir de la bouffe. Elles ont aperçu ça, elles ont bloqué le train qui partait. Donc il s'est créé une espèce de mini-insurrection qui a duré 24 heures. Le préfet de Limoges, lui, il habite en Limoges, il tergiversait un peu, je vais donner l'armée, je ne vais pas donner l'armée. Je vais venir l'armée, mais on y va calmos, pas de bagarre. En fait, c'est Thiers qui a diligenté des gens rapidement là-bas, ou des nouvelles rapidement, pour qu'en fait, ce soit sanctionné brutalement. Et ça a été sanctionné tout de suite. Il y a eu 8 ou 9 morts. À Marseille, c'est pire. À Marseille, il y a eu... Oui, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu des mouvements. Il y en a eu même avant la Commune de Paris. Je ne sais plus si à Lyon, ça n'avait pas... Si, tout à fait. Ça, dès le mois de février. Donc, en fait... Toulouse aussi? Narbonne? Toulouse, Narbonne, le Creusot, on en a parlé bien avant, tout un tas de villes où il y avait déjà, où l'industrie était bien implantée, où les gens étaient vraiment exploités. Puis il faut dire, comme je disais tout à l'heure, l'international, l'AIT, la première internationale, a été créée à Londres en 1864, et entre-temps, des gens qui avaient été en 1868 ou 67, je crois, Napoléon III a levé l'exil de gens qui étaient partis là-bas, ont commencé à diffuser toutes ces nouvelles un peu partout. Et en plus, l'expérience de communes, par exemple, comme à Lyon, les gens sont remontés sur Paris, ont participé en disant voilà comment ça s'est passé à Lyon, voilà ce qui s'est passé, etc. Ça a pété partout. Est-ce que c'était seulement un phénomène français ou ça s'est passé aussi dans d'autres pays européens? À ma connaissance, non. Il y a des pays comme la Pologne en 1863 qui ont voulu, comment dirais, ne plus dépendre du joug russe de l'époque. Mais comme ça, non, Paris, c'est l'exemple. Mais est-ce que le moteur de ces communes qui apparaissaient un peu partout, je crois que tu avais parlé tout à l'heure du Creusot, Le Creusot, oui, qui a duré 3 jours. Il y a eu Marseille qui a duré 13 jours, il y a eu Toulouse qui a duré 13 jours aussi. Il y a eu Lyon. Lyon, il y a eu d'abord en septembre et après il y a eu en mois de mars.
Et c'était, alors sur Lyon, c'était les anarchistes, c'était Bakounine qui, voilà, ça dépendait effectivement des... Et puis il y a eu des mouvements qui ont duré parfois une journée seulement, qui ont été réprimés, une manifestation pour empêcher les soldats de partir réprimés dans les gares, enfin où les gens étaient là pour empêcher de partir les soldats pour aller attaquer Paris, quoi. Et est-ce que le moteur justement c'était pour empêcher la répression de la Commune de Paris, ou est-ce que c'était aussi de continuer la guerre, comme ce qui était le point de départ de la Commune de Paris? Non, à Limoges, c'était vraiment pour empêcher les soldats de venir... À Limoges, c'est à Lyon aussi, alors. Oui, mais ça... Voilà. C'était pour ça. C'était pour empêcher d'aller... Donc vous êtes en train de nous dire que s'il y avait eu une meilleure coordination, ça aurait peut-être pu marcher. S'ils n'avaient pas été encerclés, mais déjà... Non, mais après, on ne refait pas l'histoire. C'est impossible de refaire l'histoire. Aujourd'hui, on sait, la commune, elle a duré 72 jours. Pendant 72 jours, il s'est passé tout un tas de choses. Jean-Louis a résumé un petit peu tout ce qui s'est passé. Et n'a pas fini d'ailleurs. Mais ceci étant dit, après, on ne peut pas savoir comment ça aurait débouché. Ça aurait peut-être débouché sur un massacre encore plus grand, ça aurait peut-être évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Les campagnes étaient encore majoritairement contre Paris. Enfin, étaient monarchistes. Étaient monarchistes. Oui. Et il y avait la propagande de Versailles qui jouait à plein... Pas seulement. Non, parce qu'on oublie de dire qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements, sans qu'il y ait des communes, mais des mouvements en soutien à la commune. Oui, la campagne. Au niveau du monde rural. Oui. Une petite question, Lénine, il était où à ce moment-là? Quel âge il avait au moment de la commune? Je vais faire encore joker. J'ai pas en tête sa date de naissance. Parce que c'est quand même un sujet qu'il a beaucoup... Oui, Je sais que Marx, justement, était au courant, était en désaccord. Lui, il trouvait que c'était trop tôt. C'était trop tôt. C'est pour ça qu'il avait envoyé une jeune Russe qui était avec lui, Elisabeth Dmitriev, qu'il avait envoyé justement pour rendre compte. Et plongée là-dedans, elle n'a pas fait que rendre compte, justement, elle s'est totalement immergée, elle a fait le coup de feu sur les barricades. On en reparlera. Et alors Paris, il y avait encore des bourgeois à Paris. Il y avait encore des bourgeois. Ah bah il en restait, oui, il en restait. Ils n'avaient pas tous fui avec leur or et leur argenterie à Versailles. Non, pas tous, ils restaient planqués, mais bon... Il n'y a pas eu d'épuration contre les bourgeois? Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils n'avaient jamais été aussi tranquilles sous la commune parce que les... Je n'ai pas organisé en fait. Oui, et surtout les gens s'organisaient par quartier, il n'y avait plus pas d'attentats, je cherche le mot, d'agression, des choses comme il y avait. Il y avait une surveillance des quartiers, il n'y avait pas de... Donc c'est assez différent de l'image qu'on a des communards comme plutôt... des sanguinaires. C'est l'image quand même, bien sûr, de toute façon, si on veut, c'est pareil avec vous. Avec nous aussi. Je te sens un peu gilet jaune citoyen, quelque part. Oui, mais je veux dire, c'est pareil, hein, c'est l'image que veut donner le gouvernement aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Mais est-ce qu'on n'a pas un gouvernement qui est à l'image de tiers, c'est-à-dire qu'il y a une peur chez une bonne partie de l'élite que le peuple ait de plus en plus de pouvoir, parce que dans l'histoire c'est naturel bien sûr, que le peuple, une société, mais là on a un exemple où le peuple, qui montre que le peuple est capable de se diriger, est capable de fonctionner. Exactement. Ça leur fout une sacrée trouille. C'est pour ça qu'ils sont si violents. Et la répression, elle a été à la hauteur de leur trouille, parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient leurs privilèges et ils n'ont pas supporté. Est-ce qu'on n'avait pas du coup, au final, puisque l'expérience de la Commune de Paris n'a pas marché, une sorte de république oligarchique? C'est-à-dire sous les apparences du bien commun, de la démocratie, en fait ils nous l'ont foutu. Après, au final, après. À quel moment? La Troisième République, si on ne peut pas appeler ça de la démocratie, enfin moi je trouve pas. Justement. Voilà, c'est... Même la cinquième, la démocratie représentative, elle montre ses limites. T'as un président qui a eu 17% de la population française. On va revenir à l'histoire de la Commune de Paris quand même. Donc, rapidement la semaine sanglante. Je vais quand même être assez bref. Donc le 21 mai, les troupes pénètrent dans le sud-ouest de Paris, du côté de la porte de la Muette. Alors les troupes versaillaises. Bien entendu. Oui, les troupes versaillaises pénètrent dans Paris. Et dès le début, et même avant, d'ailleurs, les massacres commencent. On ne fait pas de prisonniers. Thiers considère que les conventions, je ne sais plus si je crois qu'on peut déjà parler de convention de Genève, ne s'appliquent pas aux communards. Donc, Pourquoi Parce que c'est pas une armée régulière, donc on fusille.
C'est des On bandits. l'exécute. C'est des bandits. Oui. Voilà, oui. Et donc, on vérifie les mains, et quand les mains sentent la poudre ou sont crasseuses, Va pas trop vite. Va pas Non, trop mais, vite. non, mais On y viendra, mais ça va être ça. Ça va être ça. Donc, si tu veux, les troupes versaillaises pénètrent dans Paris par le sud-ouest, et je fais ça dans votre sens, hein, et commencent à remonter, à prendre très vite les beaux quartiers. En 2 jours, tous les beaux quartiers sont pris. tout l'ouest de Paris, Tout donc. l'ouest de Paris. Bah, de toute façon, il y a, les gens se sont mis. Il y avait eu un appel aussi un peu. L'appel de Lécus qui avait fini par dire quand les troupes sont entrées sur Paris, bon maintenant c'est pas chacun pour soi, mais bon chacun a ses barricades et on défend quartier par quartier. Bon. Donc dans la mesure où il n'y avait pas grand monde dans l'ouest parisien, la troupe a avancé très vite. Le premier obstacle, c'était a priori la butte Montmartre. Alors la butte Montmartre avec ses fameux canons qui n'avaient d'ailleurs pas été mis en route. Et comme toutes les troupes arrivaient par le sud-ouest, tous les canons ont été dirigés sud-ouest. La plupart de la garnison de la butte Montmartre était descendue pour garnir les barricades qu'il y avait dans le bas. Et Thiers, lui, avait obtenu de Bismarck que les troupes allemandes libèrent 130 ou 160 000 prisonniers français pour gonfler les troupes versaillaises. 2, il a obtenu que l'armée prussienne ouvre ses lignes pour que l'armée versaillaise passe. A pris la butte Montmartre à revers et en 2-3 heures c'était bouclé. Par contre derrière, là les massacres ont commencé. Donc c'est une épuration en fait. Ah, c'est une épuration pure et simple, parce que comme tu disais tout à l'heure, le gamin qui avait un peu de traces noires ou un adulte sur les mains, ça allait être de la poudre. Donc l'immeuble descendait en bas, femmes, enfants, vieillards, et tout ça s'était passé au chasse-peau ou à la mitrailleuse, comme du côté de la rue Axo. Donc c'est une répression très, très sanglante. Alors pour revenir au 13e arrondissement, alors lui par contre il va lutter pendant près de 36 heures. Et sur la butte au Cail, il y a 4000 hommes, 4000 soldats de la garde fédérale qui vont résister à plus de 23 000 hommes versaillais. Ces Versaillais vont d'abord le 24 canonner sans arrêt la butte au Cail, vont par 4 fois essayer de grimper dessus, mais à chaque fois ils sont repoussés. La 4e fois, ils vont même reculer, ce sera la seule fois dans l'histoire de la commune où les Versaillais reculent. Dans la nuit, ils vont essayer plusieurs fois de passer par les ravins qui se trouvent un petit peu plus bas, qui existaient à cette époque-là, parce que la Bièvre était encore là, du côté de la rue des Peupliers, vont être foulés. Et finalement, c'est que le lendemain, ça va être un peu l'équivalent de Fort-Alamo. Je veux dire, le général Cissé, aidé du général Vinoy, va lâcher toutes ses troupes qui vont arriver à la fois par le boulevard Arago, par le boulevard Saint-Antoine au nord de la Seine, du côté de la Salpêtrière au sud de la Seine, passer de jardin en jardin, de maison en maison, vont finir par arriver à prendre à revers cette butte au Cail. Et Wroblewski, qui la commande, va passer par le pont d'Austerlitz sur la rive droite avec 1000 fédérés. Ils vont s'échapper, ils vont réussir à... Ils vont réussir à s'échapper, à passer donc rive droite. Donc ça signifie qu'il y a 3000 hommes ici qui vont rester sur le carreau, il y en a la plupart, étant du quartier, vont rester sur leur barricade, hein, ils seront tous pour la plupart massacrés. Ça terminera donc le 25, la semaine sanglante, rive gauche, et ça se terminera 2 jours plus tard, rive droite. Hein. Dans le cimetière du Père-Lachaise. Dans le cimetière du Père-Lachaise, du côté de la rue Ramponneau, qui sera la dernière barricade officielle, si je ne me trompe pas. Alors, cette répression, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle va faire entre 20 et 30 000 morts. Alors selon Jacques Rougerie, qui est un historien de la commune, qui cite MacMahon, qui était le chef des armées versaillaises, et MacMahon lui-même avoue un total de 17 000 morts. Nombre que c'est comme les manifestations aujourd'hui, hein, ils étaient 17 000. On peut certainement porter ce chiffre à 20 ou 25 000 morts. Hein. On peut voir dans le jardin du Luxembourg encore les impacts. Oui, il y a une plaque. Vous en trouvez d'ailleurs sur certaines tombes du Père-Lachaise aussi.
les impacts des fusillés en fait. Ouais. Et Enfin, c'était non, là, c'est des combats, hein, sur les tombes du Père Lachaise, c'est des combats qui sont terminés à l'arme blanche au milieu des tombes. Tandis que dans le jardin de Luxembourg, c'est des fusillés. c'est les fusillés. Hein. Ouais. Et c'était hommes et femmes hein, fusillés. Tout à fait. Ah mais tout, hommes, femmes, enfants, vieillards, hein, tout y passait. Hein. Un très beau poème de Victor Hugo qui termine en disant, grosso modo, enfin j'ai plus en tête exactement les vers, mais c'est un enfant qui se fait arrêter par la police et qui dit, ben non, mais ma maman, elle habite pas loin. Je traduis, hein, je ne connais pas le poème par cœur, ma maman, elle habite pas loin, il faut que je lui amène ça, et je reviendrai tout à l'heure, vous pourrez me fusiller avec. Le général, il dit, bon, allez, vas-y, tu peux rentrer chez toi. Et puis tout le monde rigole, quoi, en disant, il ne reviendra pas, et le poème se termine en disant que l'enfant revient et dit, me voilà. Ouais. Alors, c'est magnifique, quoi. Alors Robert Tombs, qui est un Anglais, hein, lui, c'est un gars qui est souvent cité actuellement, on se bat un peu là-dessus à l'association. Lui, il va ramener ce chiffre aux alentours de 5700 à 7400 morts, mais il se base uniquement sur le nombre d'inhumations dans les cimetières parisiens. Il ne prend pas en compte les charniers et dossiers s'il y en a eu. On en a retrouvé un il n'y a pas longtemps du côté de la place d'Italie avec 47, je crois, 49 cadavres dedans. Camille Pelletan, lui, en 1880, estimait les inhumations dans les cimetières à 18 000 et les morts brûlés ou dispersés à plus de 10 000. Donc on retrouve à peu près 20 ou 30 000, on ne saura jamais. Hein. Mais bon, sachant que des métiers dans Paris ont totalement disparu pendant une dizaine d'années. Hein. Les couvreurs, les plombiers, ça disparaissait de Paris. Tout ça parce qu'en fait, ces ouvriers avaient pris les armes pour défendre leur liberté et avaient été, après avoir farouchement combattu, avaient été exécutés puisqu'il n'y avait pas de prisonniers. De toute façon, Thiers voulait éradiquer, lui, il voulait éradiquer cette population ouvrière. Il le dit, je ne sais plus dans quel terme, mais il le dit, bon ça y est, pour 30 ou 50 ans, on est débarrassé de cette population. Je ne sais plus dans quel terme il prononce ça exactement, mais ça montre bien exactement que ce qu'il voulait, et c'est pour ça aussi que les communards ont été envoyés si loin en déportation, c'est qu'il fallait extirper, il fallait que ces idées-là partent le plus loin possible. Alors c'est vrai qu'il y avait dans l'idée aussi de repeupler la Nouvelle-Calédonie, mais surtout ce qu'il fallait, c'était extirper ces idées-là, et c'est pour ça que la répression a été aussi brutale et aussi rapide dans toutes les villes de France où il y a eu ces tentatives de communes, hein. Ça faut être clair. Thiers n'a pas réussi, n'a pas tenu son pari, puisque vous tenez la mémoire. Justement, alors je voudrais faire une conclusion un peu en deux parties. Justement, c'est ici, on est là un peu pour ça. Hein, c'est-à-dire que notre association, je veux dire, elle ne se considère pas comme l'unique dépositaire des idées de la commune, mais comme des passeurs de mémoire de cet événement. C'est une mémoire qui est toujours vivante, comme le constate aujourd'hui même dans les graffitis des gilets jaunes qu'on peut voir un peu partout, à la différence que cette fois-ci, cette commune de Paris, entre guillemets, elle est partie de la province et pas de Paris. Oui. Mais il y a beaucoup moins d'ouvriers maintenant à Paris. Oui, non, mais c'est juste... Les couvreurs et les maçons, ils habitent plus à Paris. Ils habitent en très grande banlieue. Oui, en très grande banlieue et en province, parce que c'est là où cette histoire justement de taxe sur l'essence s'est d'abord fait sentir, ce qui a déclenché tout le reste après. Et c'était juste pour un petit parallèle. Donc maintenant, je veux dire, oui, alors là c'est important. La commune n'a pas de leçon à donner. Elle ne se reproduira pas dans la même manière, car les temps ont changé, les hommes aussi. Mais l'esprit de critique et de liberté qu'elle nous lègue mérite qu'elle ne sombre pas dans l'oubli. Nous devons faire en sorte que les idéaux de la commune, ceux d'une société plus juste, plus fraternelle, ne soient pas perdus. Et je voudrais terminer en conclusion par lire un texte. Alors excusez-moi si la voix chevrotte, mais ça me le fait à chaque fois. Jean-Baptiste Clément, Le temps des cerises. Il a écrit aussi cette fameuse comptine qu'on chante aux enfants, et quand on fait attention aux paroles, elle est pas mal, c'est dans son La Capucine. Vous replongerez dans les textes. Et voilà ce qu'il écrit dans Le Cri du peuple, le 24 avril 1871, donc un mois avant de la semaine sanglante. C'est un texte vraiment prémonitoire. Alors excusez-moi, ça me blotte. Supposons que le peuple soit vaincu. Supposons que les bonapartistes et les royalistes rentrent dans Paris en barbottant dans des mares de sang et en piétinant sur des cadavres. Que restera-t-il de la commune? Des décrets sur les murs, des affiches qu'on déchirera, répondent ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous vous trompez. Quand bien même ces décrets n'auraient pas reçu leur pleine exécution. Quand bien même vous déchireriez toutes les affiches.
quand bien même vous passeriez tous les murs à la chaux. Vous ne parviendrez pas à enlever de nos esprits les principes qu'ils ont affirmés. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait senti la différence qu'il y a entre les gouvernements de Versailles et les membres de la Commune. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait vu là le salut des travailleurs et l'avenir du monde. Ah ouh! Il a pas trop de gothique. Hein? T'as pas trop de gothique. Non, mais je la tiens. Alors, est-ce que vous auriez des ouvrages à nous communiquer si on veut creuser un petit peu sur l'histoire de la Commune de Paris? Alors, on avait Nathalie Lemel d'Eugène Kerbaul, une communarde bretonne révolutionnaire et féministe, et là une vraie féministe, hein, pas une féministe du côté de l'oligarchie. Voilà. Dans le même genre, on a le petit dictionnaire des Ah femmes oui. Parce que qui a été écrit par trois amies, Claudine Rey, Annie Gaillard et Sylvie Pépineau. Et donc, elles ont travaillé pendant plusieurs années sur retrouver le nom des différentes femmes qui ont participé ou qui ont eu... Fusil à la main sur... oui, Pas de oui. fusil à la main, Il en qui ont a travaillé. entre autres, oui. Évidemment, Lisa Garay. C'est un journaliste de l'époque qui a vécu la Commune sur place. Des petits ouvrages. Des petits ouvrages que nous-mêmes on publie. Éditons, ouais. Alors, vous éditez, vous, des fascicules et des petits ouvrages que les personnes, quand ils sont en visite sur Paris, éventuellement le samedi, vous êtes ouvert le samedi? Le premier samedi de chaque mois, on est ouvert. On a une bibliothèque qui est consultable sur place. D'accord. Mais on a en vente, bon je ne veux pas faire de commerce, mais on en vend plein de publications. Tous ces livres que vous voyez là, tous les livres sont en vente à côté. Hein, vous nous retrouvez, Tiens, si vous avez envie de passer un samedi après-midi agréable, si vous arrivez à vous échapper d'un rond-point, vous venez faire un tour ici. Hein, Un samedi après-midi sur le crimo. normalement sans lacrymo. Garanti. Notamment sans lacrymo, vous venez nous voir sur la butte aux cailles, la place de la Commune, on fait notre fête de la Commune. Donc voilà, Chanson populaire. à tous nos amis, théâtre qui est sur la Commune, qui synthétise bien l'histoire de la Commune. si vous êtes de passage sur la butte aux cailles, n'hésitez pas à aller voir ces passionnés qui défendent l'histoire et les valeurs de la Commune de Paris au niveau de leur association. Voilà. On est rue des 5 Diamants. Et on est rue des 5 Diamants sur la butte aux cailles. Un membre de l'Association internationale des travailleurs, assassiné dans les premiers jours de la Commune. Un formidable organisateur, un ouvrier, hein, il était ses fondeurs. Merci citoyens. Voilà. Force et honneur, on ne lâche rien. Chaque jour compte. Juste une petite précision quand même. On est quand même une association qui est très importante parce qu'on n'est pas, j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas une association de joueurs de boules. Même si j'ai rien contre les associations de joueurs de boules, mais on est quand même 2200 adhérents. Et on a des adhérents à Paris, on a des adhérents en Ile-de-France, on a des adhérents en France et des adhérents à l'étranger. Donc on est vraiment une structure très, très importante. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi lors de la montée au mur le 25 mai au Père-Lachaise. Tous les 25 mai au Père-Lachaise. Non, pas tous le les dernier 25 mai. samedi. Le dernier samedi du mois de mai. Oui, Voilà. le dernier samedi du mois de mai. Là, cette année, c'est le 25 mai, vous venez pour 14 h. Surtout qu'il y a, Gilets jaunes, il y a si vous une voulez. manifestation qui est prévue de Gilets jaunes qui va se terminer à cet endroit-là, ce jour-là. Ah, ben voilà, c'était la formation Voilà. qu'on n'avait pas. Voilà, les amis, vous étiez avec les Gilets jaunes constituants du 91, du 93 et du 92. 94, excusez-moi, ainsi qu'avec nos amis de l'association pour la mémoire de la Commune de Paris, 1871. Et puis, voilà, force et honneur, on ne lâche rien, et montez des équipes, bande de moules.